Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Taylor Lapillus fait son grand retour à l'UFC. Après avoir prouvé à maintes et maintes reprises qu'il était tout simplement beaucoup trop fort pour le circuit régional, il revient là où est sa place. Double champion GMC, champion TKO, champion Ares, Taylor Lapillus est dans son prime et il va nous faire vibrer à l'UFC Paris. Face à lui, le solide, le très complet, l'opportuniste Muin Gafurov vient pour gâcher la fête. Gafurov, c'est 17 finishes sur 18 victoires. Ouais, 17 finishes sur 18 victoires. C'est un banger ce combat. Et on vous l'analyse maintenant avec Aldric et Brian. Salut Brian, salut Aldric. Brian, comment vas-tu et qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce combat entre Taylor Lapillus et Muin Gafurov? Ça va bien, ça va bien. Bah, écoute, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est tout simplement le retour de Taylor Lapillus et j'ai très hâte de voir comment il a évolué et notamment aussi son évolution avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, changement de team, etc. Donc, ça fait partie de mon gros intérêt sur ce combat-là aussi. Et d'ailleurs, c'est un très chouette combat. On y reviendra, je pense, Mm, mm, mm. maintes et maintes fois dans ce podcast. Aldric, comment vas-tu? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce combat? Bien, bonjour à tous. Ben, il y a deux paramètres qui m'intéressent particulièrement dans ce combat. Le premier, je m'en cache jamais. Taylor, c'est un proche, je suis très ami avec son frère Damien et lui-même. C'est des gens que je côtoie dans la vie de tous les jours. Et la deuxième, elle est purement sportive. Après un fabuleux run au TKO où il a arraché des têtes pour prendre la ceinture et un run parfait sur Ares aussi, ben, je pense qu'il méritait largement, si c'était pas déjà le cas, sa place et qu'il a beaucoup de choses à prouver, tant soit sportivement qu'au niveau de sa place parmi le top 15 de la division. Parfait. Bah écoute, en plus, ça me permet de directement faire la liaison avec le contexte sportif des deux combattants. Donc Taylor Lapillus, pour ceux qui connaissent pas, 18 victoires, 3 défaites en professionnel. Sur les 18 victoires, on en voit 4 par KO, 6 à la 6 par soumission et 8 à la décision. Il avait fait un run à l'UFC. D'ailleurs, c'est vraiment une surprise, pas seulement pour les Français, mais pour le monde. On se posait la question de pourquoi il avait sauté de l'UFC alors qu'il était à 3 victoires, une défaite et qu'il était sur une victoire en plus avant de sauter. Et depuis qu'il n'est plus à l'UFC, il a 7 victoires pour une seule défaite. Il a pris 2 ceintures au GMC, en bantamweight et en featherweight. Il a pris la ceinture du TKO qui était la plus grosse promotion au Canada. Je dis était parce qu'elle n'existe plus. Si elle existait encore, ça le serait toujours. Et ensuite, il a pris évidemment la ceinture à l'ARES, donc des ceintures dans 3 promotions assez bien réputées. Cette victoire, une défaite, je pense que c'était assez à coup sûr qu'il allait revenir à l'UFC et ça fait plaisir de pouvoir le retrouver dans l'octogone. Donc moi, ce qui m'intéresse le plus dans le combat, franchement, c'est le combat en soi. Je crois qu'il faut pas sous-estimer Muin Gafurov. Les combats que j'ai vus de lui, je trouve qu'il est complet, il va être compliqué à aborder. C'est un combat qui est très serré sur papier. Et, euh, et donc pour faire la description de Muin Gafurov, c'est un Tadjik. On en avait déjà parlé avec toi, Aldric. Le Tadjikistan, c'est un pays qui est en train d'exploser en termes de MMA. Aux championnats mondiaux IMMAF, ils font vraiment des beaux résultats, ils montrent de très belles choses. Donc ça fait plaisir d'en avoir déjà un à l'UFC. Il a 18 victoires, 5 défaites, donc autant de victoires que Taylor Lapillus et 2 défaites de plus, donc une expérience similaire. Sur les victoires, on a 10 par KO, 7 par soumission et une seule à la décision. Et ces 5 défaites, c'est à la décision. Donc ça, je pense qu'on va y revenir parce que ce sera assez intéressant. Et donc là, ce sera son deuxième combat officiel à l'UFC. Son premier combat, c'était une défaite à la décision contre Castaneda. À savoir qu'il avait déjà participé au Contender Series en 2021. Il avait perdu à la décision partagée d'un combat très engagé. Et puis, il a juste fait deux belles victoires en dehors de l'UFC ou LFA pour enfin signer. Et donc, moi, je trouve qu'il a sa place à l'UFC. Donc, c'est un très beau combat. Les deux ont vraiment leur place et ça va être chouette à voir. Donc, pronostats. Euh, je donnerai l'officiel après. Aldric, quel est ton pronostat pour ce combat? Alors moi, je vois Taylor favori, même si effectivement, on en a déjà parlé pendant la preview qu'on avait fait il y a 2 semaines à l'annonce du combat.
C'est très Mhm. solide en face, ça boxe, la lutte est de très haut niveau également. C'est vrai, il faut pas se dire ah tiens il prend un mec qui est sur une défaite à l'UFC. Tu sais souvent on a un regard un peu, on balaye les choses. Tu vas sur Tapologie, tu regardes, tu vois un rouge, tu dis bon bah voilà ils lui ont mis un peintre. Non 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 non. C'est un mec qui on l'avait déjà dit qui a passé du temps dans de grandes orgas, qui a pris des gros clients. C'est très solide en face, mais malgré tout moi je vois un Taylor s'imposer, je dirais un 65-45, voire un 70-30, parce que, je m'explique, c'est mon amitié avec lui n'a rien à voir là-dedans. Je trouve que Taylor a un jeu de déplacement qui est hyper intéressant, que pour être capable déjà d'aller lutter, il faut prendre des risques, et ces risques avec sa boxe et ses changements de niveau, son clinch et ses genoux, je le vois dans un jeu qui sait bien faire, et surtout dans un jeu qui nous a déjà montré que ce soit l'expéditif contre Damarte Peña ou le combat contre Wilson Reyes, qui est pas ce qu'on appelle un faire-valoir. Je veux dire, Wilson Reyes, il a encore une vraie carrière post-UFC. Il continue à combattre dans de grands orgas et il est surtout compétitif. Et la façon dont Taylor lui a marché dessus, je pense que ça nous prouve qu'en tout cas, dans ce registre-là, c'est-à-dire que si tu viens le chercher pour essayer de boxer, lutter, c'est vraiment pas facile, Taylor. Ouais. Donc entre 65 et 70% favoris pour toi. Brian, qu'est-ce que tu en penses? Euh, ouais, je pense que son adversaire est vraiment très bon, ça c'est clair. Et moi, j'étais un peu plus mesuré, j'étais plutôt dans les 60, sur un 60-40 à l'avantage de Taylor. Je le vois s'imposer, hein, clairement, mais j'étais un peu plus mesuré parce que je pense que son adversaire, effectivement, n'est pas à prendre à la légère et qu'il pourrait avoir les armes. Il pourrait avoir les armes de vraiment embêter Taylor. Mais je le vois quand même favori, je vois quand même pas mal de chemin pour la victoire pour Taylor, clairement. Et alors on sera en escalier tous les trois. Je vois également Taylor favori, mais moi je me rapprochais plutôt du 55-45 parce que oui, je vois Taylor comme étant meilleur, mais je pense que Gafurov est vraiment un profil très très difficile à aborder et face auquel pour gagner il faut être excellent, ce qu'est Taylor Lapillus, et il faut être lucide pendant toute la durée du combat, ce qu'est Taylor Lapillus en général aussi, mais on sait à quoi. Enfin, le MMA on connaît, donc voilà, je pense que si Taylor gagne, c'est une grosse victoire, vraiment. Je pense que c'est une grosse victoire, mais je le vois tout de même léger favori. En termes de cote de Paris officiel, c'est Brian qui a gagné, c'est lui qui est le plus près de de la réalité qui a été définie à Vegas. Donc on le donne favori à un tout petit peu plus que 60%. Donc on est entre 61 et 62%. Ça c'est les cotes de Paris qui ont été données à l'international. Donc voilà. Euh, Justement, on va commencer par. Vas-y. Petit intermède rapide sur ces codes de Paris, parce que j'ai pas très bien compris si l'un de vous deux est capable de m'expliquer, ou même l'un de nos auditeurs en commentaire. J'ai l'impression qu'il y a eu deux codes de Paris. Je m'explique. Je prends l'exemple de Manon contre Rose. Il y a une première cote qui est sortie par uniquement des sites francophones, qui était à l'avantage de Rose très légèrement et qui s'est rééquilibré. Et là, depuis une semaine, il y a les codes de Paris US qui sortent, et là, c'est Manon qui est favorite. Donc, je ne sais pas comment ça a été établi, mais c'est très bizarre. C'est très bizarre. Là, je vois à ce matin une Manon favorite très nettement à 1,50 contre 2,22. Et ça, c'est des cotes Mhm. américaines qui viennent de sortir. C'est pas un basculement des cotes françaises. Donc, j'ai pas trop compris comment ces choses-là se sont gérées. Si l'un de vous est peut-être est plus à même et plus et plus Alors, je vais te dire ça sans la moindre certitude, hein, mais en général, ce qui se passe, c'est que le monde entier attend les cotes de Paris de Vegas et s'aligne dessus. Mais ça peut arriver que des sites locaux définissent leurs propres cotes en se disant ben, on va anticiper le truc, étant donné que Manon est française, ben, un site français c'est peut-être dire ben, on va faire les cotes nous-mêmes en espérant déjà faire rentrer de l'argent avant que ça sorte à Vegas. Et puis quand ça sort à Vegas, ils se sont peut-être rendus compte que ben, ils étaient loin de la réalité qu'ils auraient dû faire. Et voilà. Et étant donné qu'ils ont mis Manon underdog, en France, ils se sont dit, bah, si on met la française underdog, on va faire rentrer beaucoup d'argent sur Manon. Il y a peut-être une stratégie ok. Ouais, ouais, financière là ça derrière, mais s'explique. je te dis ça vraiment sur mon bon sens. C'est pas du tout, enfin, c'est à prendre avec des pincettes. C'est ce qui me semble être le justificatif. Je sais pas si Brian, t'avais une idée par rapport à ça.
Non, 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 je pense que c'est à peu près ça, ouais, effectivement. Mm, mm, mm. Ok. J'aurai l'occasion d'en parler. Je connais deux, trois personnes qui travaillent là-dedans et je vais voir un peu dans quelle situation. Et donc, si je m'étais trompé, je ferai une annexe dans un autre podcast pour donner la bonne réponse. Alors, ici, on va parler du profil de Gafurov. Évidemment, notre audience connaît beaucoup moins bien ce gars-là que Taylor Lapillus. Donc, Brian, est-ce que tu peux nous décrire son profil sportif, ses forces et ses faiblesses? Alors, profil sportif, donc tout d'abord, c'est un droitier. Il a un passif de samboïste. Euh, Moi, je le trouve plutôt complet. Plutôt complet. Il a de très bons kicks pour son physique. En fait, il a un physique, on pourrait se dire que c'est plutôt un lutteur, mais il a fait très bon spinning back kick, spinning wheel kick. Et il a aussi une très bonne anglaise, très puissant. Donc, on l'a vu sur son dernier combat. Il arrive, il est assez posé, il se fait toucher dans le premier round et au deuxième round, il part que sur de l'anglaise. Il va chercher vraiment les frappes très très puissantes. Euh, Moi, je trouve qu'il est assez patient, qu'il cadre bien. Tu vois, il va prendre son temps pour cadrer. Au niveau de sa lutte, alors, elle est relativement simple. Il part sur des takedowns à longue distance, sans setup. Donc, alors, au contender, ça a plutôt bien fonctionné pour lui. Il a su mettre au sol, mais par contre, à l'UFC, face à son dernier adversaire, c'était vraiment trop prévisible. Donc, il n'a pas réussi à le mettre au sol. Quoi d'autre sur le profil? Donc, comme tu disais, c'est un gars qui s'entraîne au Tadjikistan, mais qui a pas mal bougé. On l'a vu s'entraîner aussi au Kill Cliff. Et, et voilà. Et je pense que c'est un gars qui va vraiment mettre tous les moyens pour gagner ce combat-là, tu vois. Cette défaite, c'est plutôt pas une bonne nouvelle en soi. Je pense que cette dernière défaite va faire qu'il va arriver et il va être ultra préparé. Il va vouloir cette victoire coûte que coûte. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je crois qu'il y a beaucoup en jeu pour lui. Il n'a pas envie d'arriver à l'UFC avec deux défaites. Mm, Comme mm, on, mm, comme on l'a dit, je crois qu'il a vraiment le niveau. Et, euh, et pour moi, le combat était assez bizarre. J'étais assez surpris que l'UFC fasse ce combat parce que j'ai l'impression que c'est deux profils qui devraient avoir envie de monter dans le classement, mais force est de constater qu'ils voulaient, mm. ils voulaient les mettre face à un challenge, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et juste sur la partie grappling, j'ai pas vu. Enfin, sur le plan grappling, je pense qu'il est relativement bon, mais assez simple. J'ai pas vu un excellent contrôle quand il est au-dessus en top position. Euh, il s'est grapplé, hein, il est relativement bon, mais je pense que c'est pas non plus là où il y a les plus gros dangers. Et concernant le challenge, je pense que l'UFC a aussi de temps en temps tendance à organiser des combats où soit il gagne, tu vois. En gros, si Gafurov perd, bah, tant mieux, ça va faire décoller Taylor à domicile, c'est excellent. Et puis, bah, si Taylor perd, bah, Gafurov, ça va vraiment lui redonner, le remettre en selle pour développer, parce qu'il est fort suivi hein, dans son pays. Donc, ça peut devenir, c'est déjà, je pense, une star un peu locale. Tu vois. Donc, moi, Ouais, personnellement, ça m'étonne pas. Je vois souvent, je pense qu'il y a souvent ce genre de choses. Et autre chose, je vois pas mal d'ouverture dans le jeu de Gafurov qui fait que les deux ont leur coup à jouer, quoi, tu vois. C'est pas Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, comme match-up. ouais, moi je suis entièrement d'accord. Hein. En tant que fan, je vais pas du tout me plaindre de ce combat Mm, parce mm, mm. que je le kiffe à mort sur papier. Aldric, on va parler de Taylor. Donc, est-ce que tu peux nous établir son profil de sportif? Ouais, nouveau pensionnaire, donc Taylor Lapillus de l'US Métro. Il n'a pas beaucoup changé, hein, c'est toujours dans le même arrondissement, si je dis pas de bêtises, que le Factory. Euh, Brian a bien... Franchement, on a noté les mêmes choses et lui, il l'a vendu dans le profil sportif de Gavroche et moi, je le mettais dans les win conditions de Taylor. Je m'explique un tout petit peu. Pourquoi j'ai dit un 65-45 minimum et pourquoi je pense que Taylor peut être à l'aise sur ce combat? Pour les raisons que Brian a évoquées, c'est-à-dire que je pense que sur le stand-up, même si c'est un bon boxeur, Gavroche, à mon avis, qui capitalisait pas sur la lutte, je pense que Taylor est au-dessus. Je développe sur le profil sportif de Taylor. Il nous a montré à maintes et maintes reprises de la boxe de très haut niveau. Je trouve que sur sa deuxième partie de carrière, il frappe plus fort, il varie plus les niveaux et donc il est plus dangereux.
J'aime bien ce côté boxe anglaise, et avec des variations de niveau et des genoux qui viennent toucher au corps, hein, un peu comme ce qu'il avait fait à Damarte Peña. Et c'est des setups qu'il a mis en place avec le temps. C'est pas un coup de chance. On le voit, on l'a vu sur le combat de Wilson Reyes, on l'a vu sur pas mal de combats. Donc j'aime beaucoup ça avec des déplacements qui sont extrêmement intéressants dans la cage. Il désengage bien, il tourne très bien aussi. Il y a le côté expérience malgré tout, même si c'est un run qui date. Il y a beaucoup d'orgas. Le Ares, c'est quand même une orga avec beaucoup de pression. Et c'est, à mon avis, un des seuls Français là, avec Cyril qui en est à sa deuxième, qui a déjà fait un main event, qui aura un petit peu ce coup d'avance. Je veux dire, on s'attend à un chaudron. Ça va être quelque chose d'extrêmement violent en termes de pression et d'intensité, cette UFC France 2. Et je pense que là-dessus, les gens qui ont fréquenté Ares, William Gomis en deuxième partie, parce qu'il a quand même fait moins de combats, mais Taylor qui a beaucoup de main events sur cette ligue, je pense que ce sera effectivement un petit plus encore qu'il aurait eu d'avoir déjà pu être confronté à ce genre d'ambiance. Voilà. Pour ces raisons-là, l'anti-lutte de Taylor aussi. Je pense que aujourd'hui Taylor c'est pas le plus gros lutteur de la division. Hein. L'amitié ne me fait pas dire des bêtises, mais pour aller le chercher en lutte, il faut quelque chose de compliqué. Il faut du chain wrestling, il faut des setups. À mon avis, à mon humble avis, plus compliqué que ce qu'est capable de proposer Gafurov. Et également, et je rejoins encore Brian une troisième fois, des fois on est un peu en opposition. Là ce matin on dirait qu'on s'est mis d'accord, Brian, mais pareil, je trouve que le grappling c'est pas assez sophistiqué au niveau des contrôles pour espérer le garder si jamais il fait tomber. Parce que pareil, Taylor nous a montré sur ses combats qu'il était quand même capable de scrambler. Et à mon avis, pareil, il faut vraiment un top grappleur, un top contrôle pour pouvoir espérer le garder assez longtemps au sol. Donc, lors de ces runs, que ce soit GMC, que ce soit TKO ou que ce soit Ares, il nous a montré quand même une complexité au niveau dimensionnel, avec un savoir-faire tant au niveau des déplacements qu'au niveau du scramble. Et c'est pour ça que je me suis permis ce ratio plus haut que d'habitude, effectivement, quand on a des classements pas très éloignés en termes de carrière, au niveau Fight Matrix, au niveau expérience. D'habitude, ceux qui me connaissent savent que je suis souvent pas très loin des 50-50, des 55-45. Là, j'ai capitalisé sur celui-là parce qu'à mon avis, là où excelle Gafurov, c'est vraiment comment dire, des situations où Taylor nous a déjà montré l'excellence à ce niveau-là. Je vais essayer de vous mettre en opposition du coup, parce que moi j'avais une question avant qu'on parte dans les game plans. Quand j'ai établi les game plans de part et d'autre, j'ai mis pression des deux côtés. Chez Lapillus, j'ai quand même mis entre parenthèses. Donc, selon vous, est-ce qu'il y a un réel intérêt des deux côtés à être celui qui met la pression sur l'autre, ou pour un des deux ou les deux, c'est pas spécialement nécessaire dans la partie stratégique? Je vais commencer par toi, Brian, pour cette question. Moi, j'ai mis ça dans le game plan d'un des deux. Donc oui, je pense que ça va être extrêmement important, cette question de pression, et en particulier pour Gafurov. Euh, je pense que voilà, je pense que Gafurov, ça serait une erreur, et je pense qu'il va la faire. Je pense qu'il va faire l'erreur de vouloir lutter Lapillus. Donc je pourrais me rapprocher de d'Aldric sur un 65-35. Je pense qu'il va faire l'erreur de vouloir le lutter. Mais pour moi, sa solution à Gafurov, c'est de chercher à boxer en pression cadrée et étouffer un maximum Lapillus. Donc oui, je pense que la pression, c'est ce qu'il faudra pour Gafurov. Et alors pour Lapillus, je trouve qu'il le fait relativement bien. Euh, il est excellent quand il met la pression, mais il boxe très très bien aussi en reculant, euh, en désengageant et en aspirant surtout. C'est pas tant qu'il boxe bien sous pression, c'est qu'il boxe bien en aspirant. Pour moi, c'est deux choses différentes. Donc je le vois bien gérer les deux, quoi. C'est marrant parce que c'est un peu les raisons pour lesquelles en fait j'avais commencé par écrire pour Lapillus. Donc j'avais mis pression dedans parce que je trouve que le combat qu'il a offert contre Nate Maness au TKO, c'est une approche stratégique qui est très intéressante pour le combat qu'il a ici face à Muin Gafurov, et il y avait la pression dedans. Et après, en revoyant un peu quelques combats de Gafurov, je me suis dit c'est peut-être
pas spécialement obligatoire pour Taylor parce que en plus s'il cherche à mettre cette pression, il risque de faire une guerre au milieu, ce qui est pas du tout dans son intérêt. Et c'est pour ça que j'ai caché mon pression entre parenthèses dans la partie Taylor Lapillus. Euh, En termes de pression, t'avais quoi toi comme vision, Aldric? Hmm. Alors, je vais dire entièrement d'accord avec Brian, même s'il n'a pas tout expliqué, mais pour moi, c'est la win condition de Gavrouf. C'est-à-dire que je vois pas Gavrouf gagner sans ça. Tu vois, c'est des KT où le key punch, c'est pas facile. Tu vois, on est quand même dans des KT relativement basses et capitaliser sur un lucky punch, c'est pas une win condition. Je pense que d'un point de vue purement technique, Taylor, c'est un peu au-dessus. À partir de là, s'il met pas une pression en mettant de l'incertitude, je pense qu'il va être dépassé techniquement dans ce combat. Après, attention, il sait bien faire. Hein. Si je mets 35% de chance, c'est quand même que plus de 3 combats sur 10, pardon, il peut s'en sortir. Néanmoins, il faut, à mon avis, mettre beaucoup de rythme au niveau des feintes et des incertitudes. Et la pression, pour moi, elle est capitale pour lui. Je vois pas Taylor forcer. Je le vois plus naviguer sur un flow où il met ses touches et il contre les amener au sol. Et il peut accélérer en deuxième partie de combat, où il peut accélérer après une action énergivore de Gavrouf, du style un gros takedown où il s'entête, où il fait un peu le forceur. Et derrière ça, il fait une défense peu énergivore, où il récupère une balance énergétique intéressante. Et derrière, il produit une accélération, tu vois. Je le verrai. Moi, même si là-dessus, c'est seul Johnny et Taylor sont au courant du game plan qu'ils vont proposer le 2 septembre au soir. Je vois plus quelque chose de plus flawless, tu vois, où il laisse un peu venir, il pose ses touches et il produit des accélérations sur des contres ou sur des actions où il a gagné la balance énergétique. Je vois plutôt ça comme ça. Et de l'autre côté, vu qu'effectivement, on a une lutte qui est solide, mais je vais utiliser un terme, mais c'est vraiment parce que je manque de vocabulaire pour définir ça, mais primaire, c'est-à-dire qu'on a une lutte solide en face, mais peu ou pas dissimulée et assez directe. C'est pas quelqu'un qui va faire un double changement d'appui et un pivot avant d'engager un takedown. C'est assez direct et assez linéaire ce qu'il propose en lutte. En tout cas, ce qu'il a proposé au cours de ses précédents combats. On va le dire comme ça. Donc, ouais, sans pression et sans incertitude, je le vois pas gagner. En... Donc là, en fait, on est parti en improvisation sur le podcast et je trouve qu'on a déjà fait un bon petit résumé des stratégies, mais je vais essayer de resynthétiser parce que je pense qu'on a déjà établi ce qu'on pensait sur la partie Gafurov en termes de stratégie. Donc, en gros, cadrer pression, travailler sur l'anglaise et ne pas faire l'erreur de vouloir lutter pour lutter. Moi, par contre, ce que j'avais noté, je crois que Brian on en a déjà parlé 2-3 fois dans des podcasts ensemble. Tu peux lutter sans rechercher la mise au sol. Tu peux lutter pour venir bloquer à la cage, tu peux lutter pour après pouvoir masquer tes frappes, pour pouvoir feinter la lutte pour exploiter après de l'anglaise par exemple. Et je pense que pour Gafurov, ça peut être une idée. Euh, on a un Taylor Lapillus qui est quand même plus rapide que lui. Et en général, quand tu as quelqu'un de plus rapide que toi, tu as envie d'essayer d'un peu le fatiguer, surtout fatiguer le haut de son corps. Donc je pense que ça peut être intéressant pour Gafurov de faire des rentrées en lutte pour pouvoir venir bloquer à la cage et essayer de fatiguer Taylor Lapillus pour que le différentiel de vitesse se sente moins assez tôt dans le combat. Donc moi j'avais noté ça. Donc en plus de la pression du cadrage et de jouer un peu la carte de l'agressivité, peut-être même chercher un maximum la guerre et les échanges. J'avais dit pour Gafurov, il ne doit pas hésiter à casser cette distance, à venir bloquer à la cage, gagner des temps de contrôle, en espérant fatiguer Taylor Lapillus et que sa vitesse se ressente moins assez tôt dans le combat pour après pouvoir continuer sur un jeu en pression en mettant son anglaise à disposition et principalement son travail en shift, mais de manière sans plonger, on va dire. Comme tu l'as dit, Brian, Taylor est un peu comme William Gomis, il est très très fort sur le reculoir, il est capable de se déplacer de sorte à faire venir son adversaire dans ses combinaisons. Et je pense qu'une erreur de Gafurov, ce serait de se précipiter contre Taylor, surtout avec un différentiel de vitesse. Est-ce que vous avez des points à ajouter sur ce que je viens de résumer pour la partie stratégique de Gafurov? Je commence par toi, Brian. Un petit point peut-être. Alors, moi, ça serait de savoir si dans sa boxe, hein, il n'aurait pas un intérêt, Gafurov, à travailler aussi au corps. On l'a vu beaucoup chasser la tête, tu vois. Mais face à un Lapillus, je pense que
Je pense que les retraits de buste, etc., de la Pulus sont relativement bons. Donc, je me pose la question s'il n'aurait pas un intérêt d'aller chercher le corps. Et je pose aussi la question s'il n'aurait pas un intérêt d'aller chercher pour Gafurov le crochet gauche sur un Lapillus qu'il arrive comment dire ça, à fermer son angle et un Lapillus qui va tourner sur sa droite. Et trouve que les sorties sur la droite de Lapillus, parfois, un petit peu comme Gomis, euh, il y a quelques ouvertures. Voilà. Tu Donc vois ce que je veux dire? ouais, c'est ça, le 3-2 en garde ouverte. Donc venir chercher le crochet avant pour le droitier sur un gaucher qui sort du côté fermé Euh, du droitier non, le pour le 2 stopper. plutôt un 4-3, donc un crochet arrière, puis après un crochet avant, tu vois. Un peu. Ok, que le crochet avant soit la frappe forte, quoi. Ouais, ouais, Et ouais. pas la frappe de cadrage. Ok, ok, Venir ok. cadrer quand il sort sur sa droite, tout simplement. Venir frapper quand il sort sur Ah, sa droite. oui, ok, ok, ok. Je vois Tu vois ce que l'inverse de je. ce que je pensais. Ouais. Ouais, ouais. Donc en gros, quand Taylor est en train de Sort faire sur du mouvement son. latéral sur le côté ouvert de Kafurov, que le crochet arrière vienne stopper Taylor pour venir frapper avec le crochet avant. Peut-être. C'est plus facile En avec fait, des images. en fait, Taylor sert très bien en pas chassé, donc sur sa gauche, parce qu'il est gaucher, tu vois, sur sa garde Ouais. ouverte. Par contre, sortir de l'autre côté, tu vois, il le fait Mhm. un peu moins bien. Alors, sur des gauchers, pour gérer ça, si tu veux, bah, quand tu vas cadrer, tu vas te déplacer sur la gauche du gaucher pour essayer de le faire partir sur la droite, tu vois. Mhm. Et donc, comme réponse, souvent, bah, un gaucher va envoyer des kicks pour pouvoir l'empêcher et le garder dans la bonne ligne. Mais je pense qu'il a déjà montré, en tout cas sur certains combats, que sous pression, il pouvait se retrouver un petit peu mal placé en se faisant enfermer. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais, Ouais. Ce serait très bien. bien, tu vois, il y en a plein qui demandent à ce qu'on remette des images, tu vois. Il faudrait. Mais je pense qu'il y a quelques combinaisons en anglaise qui pourraient fonctionner pour Gafurov et je crois que c'est un peu, comme dit Eldrick, la win condition, quoi. Hmm. Alors, pour les images, en fait, quand on aura les moyens, ce qu'on fera, c'est après un enregistrement de podcast Game Plan, on ira se filmer dans une salle où on montre, on illustre les techniques auxquelles on a pensé. Sous Mhm. forme de tuto, ça peut être intéressant de faire ça. Ouais. Bon, ce sera nous parce que Aldric, il habite un peu loin. Mais un jour, on sera tellement grand qu'on pourra faire en sorte de, tu sais, lui faire prendre un avion juste pour la vidéo et puis le retour, tu vois, très écologique, tout ça, tout ça. Aldric, est-ce que toi, tu avais un point à ajouter sur la partie stratégique pour Gafurov? Un point question que j'ai à vous poser à tous les deux pour avoir votre avis. Est-ce que vous pensez, messieurs, que 17 mois, c'est-à-dire 1 an et demi, on peut parler de ring rust ou pas? Voilà, c'est une question. À quel moment, à partir de quel moment pour un individu qui a une récurrence de combat assez proche, parce que euh, notamment le Rock d'Ares et du TKO, il y avait des combats, alors pas hyper rapprochés non plus, hein, mais il y avait des combats rapprochés. Est-ce qu'un an et demi, un poil plus d'1 an et demi, on peut parler de ring rust et on peut l'intégrer dans le game plan de Gavrov en disant faut qu'il lui rentre dedans parce que sinon il va vite récupérer ses habitudes et être comme un poisson dans l'eau puisque cette scène parisienne ce sera son 4e combat d'affilée malgré tout. Mais est-ce que la pression liée à l'inactivité peut être un élément euh, intéressant à travailler là-dessus ou pas? Est-ce que si vous étiez dans le coin de Gafourov et que vous étiez euh, maître du game plan, c'est quelque chose que vous auriez développé? Moi, c'est pas par rapport au ring rust, c'est vraiment, je pense que Gafurov, c'est quelqu'un qui est capable d'aller à la guerre très tôt dans le combat et c'est dans son intérêt de rentrer assez vite et mettre Taylor sous pression. Mais je pense pas que le ring rust ici aurait été un élément de mon côté pour plusieurs raisons, hein. Je pense que à ce niveau-là, c'est plutôt rare de sentir qu'un combattant qui est resté loin de la cage revienne et manque de quoi que ce soit. On a de nombreux exemples entre Dominique Cruz, Georges Saint-Pierre, etc., etc. C'est des 3 ans, 4 ans d'absence et quand ils reviennent, ils sont toujours au sommet de leur art. Et en plus de ça, je dirais que Taylor, il est ultra impliqué dans le monde du MMA. Donc même s'il n'est pas dans une cage, il est en train de commenter pour RMC et donc il continue à ressentir un peu
tous les éléments d'un événement. Alors je sais que c'est pas la même chose d'aller à un événement en tant que commentateur ou en tant que combattant, mais il baigne tous les jours dans le MMA, et donc je pense que non, moi je pense pas qu'il y aurait un ring rust ou un besoin de 2-3 minutes pour se réhabituer à ce qu'est un combat de MMA, même si effectivement du jour au lendemain il passe à l'UFC, et que 1 an et demi d'absence plus retour à l'UFC, ça pourrait représenter une certaine pression. Je pense que ce sera son 22e combat professionnel. J'ai pas peur pour ça personnellement. Brian, qu'est-ce que tu en penses, toi? Euh, ouais, c'est vrai que c'est une question qui était intéressante à se poser, mais effectivement, je pense que s'il avait moins de 10 combats, peut-être que ça pourrait jouer. Là, je pense qu'il a vu pas mal de choses et il sait à quoi s'attendre, quoi. Donc, je pense pas, non. Mm, mm. Aldric, toi, tu avais un avis dessus? Désolé, Brian, je t'ai coupé, tu Non, voulais non, non, rajouter? Ok. non, c'est bon. Je Aldric, pense que, toi, tu penses? ouais, moi j'aurais capitalisé si c'était dans le coin de Gaforov sur un démarrage un peu pression. Pas se jeter à la guerre, parce que ça. Mais ouais, un peu pression pour mettre dans le bain tout de suite et éviter qu'il puisse être trop dans son bain, quoi. Ouais, moi, je Dans m'en le, serais fl- servi dans le légèrement. flow. Ouais. Mm, Incertitude, pression, Ça cadrage, se tient. multiplier, mm, je veux dire, beaucoup de fréquences, pas forcément sur les coups, mais sur les mouvements, tu vois, rentrer, sortir, feinter, les techniques retournées. Même si je pense que dans son camp, des mecs comme Azael Adjouj, qui maîtrisent parfaitement ces techniques retournées, ont dû l'aider. C'est chiant un mec qui fait ça. Parce que ce sont des mouvements un petit mm. peu Hmm. inhabituels. Tu vois, c'est comme un mec qui a une grosse guillotine et qui est particulière, c'est difficile à reproduire. Et un mec qui maîtrise les techniques retournées et qui les fait et qui est capable de les exécuter dans des situations de très haut niveau, c'est casse-pied quand même. C'est aussi un élément que je voulais mettre en avant, le dernier. C'est des mecs comme ça qui sont capables de faire backfist ou shiro avec des techniques au corps, au visage, en retourné. Surtout sur une opposition, je trouve, droitier-gaucher, où tu es attendu là-dessus. Normalement, tu désengages effectivement moins bien du côté retourné. C'est toujours complexe. Voilà, il y a ces deux points que je voulais mettre en avant avant de passer officiellement au prono. Et c'est vrai que c'est un point très intéressant, la dynamique garde ouverte face à quelqu'un qui a des très bons spins. C'est que quand as tendance à sortir du côté fermé de ton adversaire, euh, tu dois faire attention au spinning, parce que c'est là où tu rentres en collision. On a déjà eu Ça. beaucoup d'exemples. Le premier qui me vient en tête, c'est Vanata contre Makdessi. On voit ce que ça donne quand tu sors sur le côté fermé en garde ouverte. Israël Adesanya contre Gastelum aussi, tu as des belles séquences avec des retournées de Israël Adesanya. Donc c'est un élément défensif auquel tu dois faire gaffe. C'est peu importe de quel côté tu vas sortir, il y a des réels dangers de collision. Alors qu'en général, quand on est en garde ouverte face à quelqu'un qui n'a pas de réelle compétence à envoyer des frappes en retournée, tu sais que si tu sors du côté ouvert, bah, tu dois faire très gaffe à son côté arrière. Mais si tu sors du côté fermé, bah, tu dois juste faire gaffe au très long crochet, quoi. Et donc là, avoir ces points d'attention supplémentaires, c'est vrai que c'est intéressant, et c'est bien que tu soulignes que maintenant, avec Azael dans son camp d'entraînement, ça peut lui permettre de s'habituer à ça. Du côté de Taylor Lapillus, je vais vous dire ce que moi j'ai noté et puis vous complétez. D'un point de vue stratégie, donc comme j'ai dit plus tôt, moi j'avais bien aimé son approche stratégique contre Nate Maness, et je pense que ça peut vraiment être utile contre Gafurov. Donc il avait travaillé en pression lente, donc c'est pas une pression de volume, c'est vraiment une pression de prestance. Il prenait de la place dans la cage et il faisait en sorte que ce soit Nate Maness sur le pied arrière. Il a beaucoup utilisé de feintes. Quand Maness engageait, lui désengageait pour un peu frustrer et pour pas rentrer dans une guerre, pour garder le contrôle sur le combat. Et il a essayé d'utiliser un maximum d'armes au kicking range. Ce que je dis par là, c'est pas spécialement que des kicks, mais étant donné qu'il est très rapide, il est vraiment capable de rentrer, envoyer son jab cross et puis sortir. Taylor Lapillus. Donc il a travaillé là-dessus. Il travaillait sur la différence entre volume et puissance. Donc lui travaillait sur le volume, en sachant que Maness allait essayer de frapper fort, et son objectif c'était de toucher beaucoup plus, de sorte à ce que si ça aille à la décision, ben, ça allait de son côté. Maximiser les single attaques, forcément, pour éviter de se retrouver dans une zone d'échange face à quelqu'un qui est dangereux dans les guerres. Et alors tout ce qui était contre et volume, ça allait crescendo dans le combat. Je pense qu'il faisait fort confiance en son cardio en 5 rounds. Bon, ici c'est 3 rounds, mais je vais y revenir pourquoi je dis ça. Donc on voyait que
comme je disais, il commençait le combat en désengageant beaucoup, ce qui frustrait Maness. Et puis, plus le combat avançait, plus il augmentait son ratio de contre. Et donc, ça perturbait Maness parce qu'au début, Maness se disait, OK, chaque fois que j'attaque, il désengage, donc je vais pouvoir surengager. Et puis, une fois sur 5, il compterait. Et puis, plus tard dans le combat, c'était une fois sur 4, et puis une fois sur 3. Et Maness commençait de plus en plus à être perdu dans le combat. Et alors, dernier point que j'ai souligné, c'est que Gafurov, son palmarès dans les décisions, c'est 1-5. Une victoire, 5 défaites en décision. Donc, je pense que Taylor, c'est dans son intérêt d'être patient, prudent au début et commencer à ouvrir son jeu plus tard dans le combat parce qu'on voit un Gafurov qui fatigue quand même plus le combat avance parce qu'il dépense beaucoup d'énergie au début et il faudra savoir gérer ça. Et je pense que, enfin moi, ce serait stratégiquement ça que je cherche à la place de Taylor, c'est de gagner à la décision premièrement. Aldric, est-ce que tu veux compléter ça? Non, et tu as volé l'explication de mon pronostat que j'avais gardé bien précieusement. Effectivement, pour une victoire de Taylor à la décision, compte tenu du fait que j'ai l'impression ça manque de durabilité chez Gafurov, avec un jeu qui serait énergivore, qui n'a pas l'air, hein, mais qui serait énergivore pour lui, parce que je trouve qu'il baisse de volume effectivement sur le deuxième et le troisième round. Brian, tu as quelque chose à ajouter à tout ça? Non, je suis d'accord. Je pense que Taylor doit l'aspirer dans les premiers rounds, doit reprendre le centre comme il le fait très bien, travailler en pression, travailler pas mal sur les latéraux, mais je pense qu'il le fait relativement bien et puis même, j'allais dire pour éviter les tentatives de takedown, mais je suis même pas sûr qu'il ait besoin tant que ça. Je pense qu'il aura les armes pour défendre les amener au sol. Euh, je le vois prendre ses rounds, hein. Je le vois prendre ses rounds. Je le vois au moins le 2, le 3, et peut-être même les 3, tu vois. Mais sur un premier round, c'est toujours, alors là, c'est toujours très serré. Et j'avais aussi noté pour nos stats, je vois Lapillus gagner à la décision. Donc, Ok. je pense qu'il doit, ouais, je pense qu'il doit viser une décision, et je pense, cependant, si je faisais un pronostat plus risqué, je pense qu'il a la possibilité de trouver une ouverture et de l'emporter par KO parce que on a quand même vu Gafurov, même s'il n'a jamais été terminé, il s'est pris 2 knockdowns sur ses 2 combats aux Contenders, un genou et un high kick. Et c'est un genou qui s'est pris aux Contenders, non? Dans le premier round. Je confonds les combats. Ouais, c'est ça, parce que c'est contre Castaneda qui prend le high kick. Ouais. Et donc voilà, et donc un pronom un peu plus risqué, je pourrais le voir gagner par KO dans deuxième ou troisième. Mais je pense que enfin voilà, la prudence sur les pronos, on est d'accord que ça se dirige vers une décision, quoi. Eh ben, on va accélérer la fin du podcast, comme ça on te libère, Aldric, parce que sinon tu vas être en retard et l'UFC va te râler dessus. Moi aussi, mon prono, c'était Taylor Lapillus à la décision, et je pense que Aldric, t'as fait un oui quand Brian disait ça, t'as le même prono. Ouais, Taylor décision. 28-29, allez, on le donne. Parfait. Et je pense on descend pas, on donne un round à Gafurov, le premier, et 2-3 accélérations de Taylor. Et je pense que sur les préférences, on est tous alignés sur une victoire Ah oui, de Taylor, clairement. ça nous ferait plaisir à tous. Ok les gars, merci pour votre temps, votre travail en amont et votre travail pendant le podcast. C'était vraiment un très très chouette échange. On souhaite évidemment tout le meilleur à Taylor. Aldric, tout le meilleur pour ta journée et les dernières semaines de préparation. On pourrait même dire les derniers jours de préparation. Ah ouais. Brian, merci à toi. Les amis, ceux qui sont encore connectés, j'ai encore gardé les stats. Il y a 45% des gens qui regardent nos vidéos alors qu'ils ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, bordel. Merci à tous. Ciao, ciao. Au revoir.